Le terme de relation sérieuse, ça a une connotation hyper ennuyante en fait. Enfin, relation sérieuse, ça vend pas du tout du rêve. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités. Lucille, c'est quoi l'amour pour toi ? Pas simple comme question. L'amour, c'est multiple et varié déjà. De quel amour on parle ? Il y a l'amour romantique, l'amour qu'on a pour nos parents, pour nos amis, pour les choses aussi. Donc moi, je définirais l'amour comme un sentiment qu'on a à l'égard de certaines personnes et comme, oui, quelque chose qui me fait du bien. Quel est ton rapport à ce sentiment ? L'amour, ça a toujours été hyper important dans ma vie. Moi, j'aime me dire amoureuse de l'amour. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des crushs. J'ai toujours aimé. Voilà, j'aime les comédies musicales amoureuses. Je suis vraiment dans les films guimauve, j'adore. Et puis, j'ai grandi aussi avec l'amour. Moi, j'ai toujours été aimée. Je suis dans une famille où on se dit qu'on s'aime. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, l'amour. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la place de l'amour dans le couple ? Puisque tu as un compte Instagram où tu parles énormément justement de l'amour, des relations, etc. Quelle place a l'amour dans le couple ? Moi je suis une grande romantique, donc effectivement sur Instagram je mène tout un petit travail de sensibilisation où j'aborde les questions amoureuses. Et donc à la fois l'amour effectivement c'est un sentiment grandiose, que j'aime, dont on peut vanter les mérites, mais j'estime qu'au sein du couple, en tout cas, il peut y avoir aussi tout un tas de violences, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient sexuelles, de violences sexistes aussi, surtout dans le cadre du couple hétéro. Enfin, en tout cas, c'est surtout dans ce cadre-là que je me base, parce que je suis moi-même hétérosexuelle. Tu parlais aussi de cette idée de bourreau et de victime. Tu peux m'en dire un petit peu plus ? Alors, qu'est-ce que j'entends par bourreau et victime ? Tel que aujourd'hui on appréhende l'amour en tant que femme et homme, la façon dont on est éduqué à aimer, dont on intériorise les normes amoureuses, fait qu'arrivé à l'âge adulte, se joue tout un rapport de domination en fait, où les femmes sont dans une plus grande dépendance à l'amour, et les hommes sont, entre guillemets, pseudo-autonomes, puisque on associe souvent le masculin justement à l'autonomie, à l'indépendance, et le féminin davantage à l'empathie, la compassion et justement à l'amour. Et donc, après, dans les relations, se joue effectivement une relation où il y a un rapport asymétrique entre les hommes et les femmes qui mène du coup à cette relation souvent de bourreau et de victime. Justement, peux-tu me parler un petit peu de l'opposition homme-femme dans ce cadre ? Oui, du coup, comme je le disais, dès tout petit, en fait, on est sociabilisés différemment, les hommes et les femmes. Donc, les femmes, on va les encourager justement à parler d'amour, à prendre soin des autres, à faire attention, à prendre soin, en fait, à passer après. Tandis que les petits garçons, ils vont être encouragés à être plus autonomes, à être indépendants, à être peut-être plus dans l'agressivité aussi. Et donc, tout ça, ça amène à ce que l'amour il soit valorisé chez les femmes et pas nécessairement chez les garçons. Et du coup, voilà, se crée une asymétrie, comme je le disais, où les femmes et les hommes n'ont pas du tout le même rapport à l'amour. La grande question, est-ce que l'amour a un genre ? Alors en théorie, on a envie de dire non. L'amour est à genre. Mais justement, moi j'ai rédigé un petit article à ce sujet-là qui s'intitule « L'amour a un genre et il est féminin ». Et il revient justement sur la façon dont on associe tout de suite l'amour au féminin. Enfin, on remarque, par exemple, dans les cours d'école, que les animateurs, animatrices ou toutes les personnes qui encadrent les enfants vont pas du tout aborder l'amour de la même façon
quand ils s'adressent des petits garçons à des petites filles, par exemple, les garçons, on va plutôt les charrier, ça va être un peu de l'ordre de la moquerie. Mais du coup, derrière, l'idée sous-jacente, c'est que pour les garçons, l'amour, c'est risible, c'est honteux, tandis que les petites filles, on va leur parler de l'amour de manière beaucoup plus solennelle, de manière plus sérieuse. Et donc, ça fait que oui, on associe l'amour au féminin, et que du coup, les garçons, pour être des vrais garçons, entre guillemets, d'un point de vue social, bien sûr, ça va conduire en fait à un espèce de rejet de l'amour, ou peut-être pas un rejet, c'est peut-être un peu fort, mais tout du moins un désintérêt en tout cas, un pseudo-désintérêt. Il y a quelques minutes, tu parlais de l'hétéronormativité dans le couple. Selon toi, qu'est-ce qui influence ou qu'est-ce qui explique que l'orientation sexuelle hétéro soit considérée comme la norme dans ce fameux rapport amoureux aux autres? Alors, moi je considère que si aujourd'hui l'hétérosexualité c'est la norme dominante, c'est aussi parce que c'est un système relationnel qui permet justement d'asseoir la domination masculine et de faire perdurer le patriarcat. Enfin, oui, l'hétérosexualité sert le patriarcat. On peut peut-être définir aussi ce qu'est l'hétéronormativité, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. Mais ce qu'on entend par hétéronormativité, c'est tout un système de pensée selon lequel l'hétérosexualité est la norme, et l'orientation sexuelle dominante est celle normale. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde hétéronormé, c'est-à-dire un monde qui offre des privilèges aux personnes hétérosexuelles et qui discrimine toutes celles et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'injonction à être en couple ? Alors, qu'est-ce que j'entends par injonction à être en couple ? C'est quelque chose qui se manifeste, je dirais, lors de l'adolescence ou jeune adulte en tout cas, à l'âge de jeune adulte. En fait, je considère qu'on est dans une société qui valorise le statut du couple et qui déprécie beaucoup le célibat. Souvent, d'ailleurs, la période de célibat, elle est considérée comme un entre-deux, en fait, pas comme quelque chose qui puisse être pleinement vécu. Souvent, on considère que être célibataire, c'est quelque chose qu'on subit, qu'on choisit pas. C'est très peu valorisé. Et on remarque d'ailleurs, moi j'ai été longtemps célibataire, ça m'empêchait pas d'avoir des relations, mais j'étais pas dans un format de couple officiel, et je remarquais qu'en fait, dès que je voyais des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, la question qui revient toujours, c'est alors les amours. Enfin, il y a aussi tout un tas d'autres choses intéressantes. Moi j'avais envie de parler de mes études, de ce que je fais dans la vie, et oui, ça m'énervait qu'on ait toujours à me demander alors les amours, comme si il y avait que ça d'intéressant finalement. Et ça tourne un peu à l'injonction d'être en couple finalement. Donc là, on parle du couple. Quelle place a l'amour dans les relations autres que le couple ? Je parlais justement en intro de l'amour familial et de l'amour amical. Et justement, ce sont des amours qui, pour moi, ne sont pas suffisamment valorisés aujourd'hui dans notre société. On parle justement beaucoup d'amour romantique. Et encore une fois, d'une certaine façon, c'est pour mieux servir le patriarcat. Mais moi, j'ai envie quand même de rappeler l'importance de l'amour familial, de l'amour amical, de la delphité, de la sororité. Justement, moi, pendant toute cette période où j'ai été célibataire, je me suis pas sentie pas aimée, en fait. Au contraire, moi, j'ai l'amour de mes amis, j'ai l'amour de mes parents. C'est quelque chose qui comble tout autant. Mais on est tellement formaté au fait que si on n'est pas aimé, amoureusement parlant et romantiquement parlant, par quelqu'un d'autre,
eh ben, on se sent pas complètement accompli. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait souffrir longtemps, de pas avoir l'amour de l'autre et de me dire, ben, voilà, ma vie rime à rien, en fait, si je suis pas aimée par quelqu'un d'autre. Et bon, j'ai fait un petit travail sur moi, j'ai accepté qu'en fait, l'amour romantique, en tout cas, n'était pas la seule option et qu'on pouvait être comblé par plein d'autres choses. Y a-t-il des inégalités dans l'amour ? Oui, de toute évidence. De fait, puisque les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport à l'amour, ça conduit nécessairement à des inégalités, puisqu'on a des femmes qui s'investissent beaucoup plus dans la relation, des hommes qui, puisqu'ils ont intégré qu'il fallait pas... pour être un homme viril, il faut pas être un amoureux. Et donc, ces hommes-là l'intègrent très tôt, et après... ça peut se traduire par une forme de désengagement émotionnel masculin. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé aussi, qui a été un peu le point de départ de mes recherches. C'est de constater que beaucoup d'hommes, en fait, dans les relations, mettent les femmes à distance ou les tiennent à distance, bien qu'ils veuillent tout en même temps entretenir une relation avec elles. Et donc, c'est quelque chose qui me semblait très paradoxal. Et j'ai eu envie de comprendre justement pourquoi... d'où vient ce type de comportement, pourquoi il est typiquement masculin. Et ça peut être un exemple d'inégalité, c'est sur l'investissement, mais après, à différentes échelles, on retrouve aussi tout un tas d'inégalités dans la charge domestique, si on vit avec notre conjoint ou conjointe, s'il y a des enfants dans la charge parentale, la charge mentale, qu'on vive avec la personne ou pas, les femmes... ont une charge mentale que les hommes n'ont pas. Et donc, il y a effectivement tout un tas de charges comme ça qui sont présentes au sein du couple. On peut aussi parler de la charge sexuelle. Donc, effectivement, il y a un grand nombre d'inégalités, qu'elles soient au sein même du rapport amoureux ou dans tout ce que le couple implique au quotidien. En tant que sexothérapeute, j'entends régulièrement parler de la soumission amoureuse. Qu'en penses-tu ? Cette soumission amoureuse, elle se traduit, qu'on considère souvent féminine, elle se traduit justement par ce comportement qu'ont les femmes à vouloir absolument l'amour des hommes, d'une certaine façon, et donc se soumettent complètement, comment expliquer, font tout pour être aimés pour les hommes. Et donc ça passe par la charge esthétique, tout un nombre aussi de sacrifices que les hommes ne leur demandent pas en plus. Et donc ça met aussi les hommes parfois dans une situation de porte-à-faux où les femmes se voient faire des sacrifices que eux ne demandent pas, mais que d'une certaine façon ils sont obligés d'apprécier. Et donc, ça crée comme ça toute une relation de soumission, dépendance. Et je le remarque au quotidien, que ce soit dans mes amis, même dans ma famille. J'ai un certain nombre de femmes qui, par exemple, attendent souvent leurs copains, vivent en fonction d'eux, chose que eux ne font pas. Et donc après, évidemment, ça, quand on fait des sacrifices, et je parle de mes copines et des personnes de ma famille, mais je fais la même chose, j'ai tendance à me faire passer après. Et forcément, si on fait un certain nombre de sacrifices, après, on a des attentes. Mais en même temps, comme ça n'a pas été établi, on ne peut pas attendre de l'autre quelque chose qu'il n'a pas envie de donner. Et donc, voilà un peu ce que j'entends par soumission féminine. C'est voilà, le fait de se soumettre, d'attendre, d'être dans la dépendance de l'autre. Dans ton travail, tu parles de la force amoureuse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, c'est un concept qui a été développé. La force amoureuse, en fait, c'est justement tout ce travail de soin que font les femmes, travail de care, on parle de care, et qui procure du coup aux hommes
une force qui leur permet ensuite de pouvoir s'épanouir et s'établir dans la sphère publique. Et tout ce travail de l'ombre des femmes, justement, il bénéficie aux hommes et c'est de force. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les hommes, si ils peuvent se permettre d'être autonomes et indépendants, c'est parce qu'il y a une femme derrière eux qui s'occupe d'eux, tout simplement. Donc c'est pour ça que je parle de pseudo-indépendance aussi. Qu'on parle de pseudo-indépendance de manière générale. Parce que ce qui permet justement aux hommes de s'épanouir dans la sphère publique, c'est le travail des femmes dans la sphère privée. Et c'est ça qu'on entend par la force amoureuse, c'est ce travail qui procure de la force aux hommes et qui s'établit souvent justement dans la relation amoureuse, mais qui peut après s'étendre à plein d'autres relations entre les femmes et les hommes. Tu parles aussi de la culture du casual sex. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, par casual sex, j'entends cette tendance qu'on a depuis ces dernières années, depuis la libération sexuelle, tous les mouvements féministes, et puis l'avènement aussi des réseaux sociaux, des sites de rencontres. Ça a mené à une tendance des relations dites... sans engagement en fait. Et des relations chill, comme on aime le dire, où voilà, on se dit, viens, on se fréquente et on se prend pas la tête, mais oui, c'est bien sur le papier, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, moi, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert aussi, parce que on est capable de pas se prendre la tête quand quelqu'un d'autre se la prend pour nous aussi, en fait. Et puis, quand il y a des sentiments, ça implique forcément de faire attention à l'autre. Puis, se prendre la tête, ça me gêne aussi parce que ça a une connotation négative. Et tout comme le terme de relation sérieuse, ça a une connotation hyper ennuyante, en fait. Relation sérieuse, ça vend pas du tout du rêve. Alors que dans une relation dite stable, avec engagement, on peut tout aussi bien se fendre la poire et être hyper épanoui. Et donc, je trouve que depuis ces dernières années, il y a cette tendance-là des relations un peu à la cool, qui sont... Je pense que cette tendance, elle est aussi due à la valorisation de ce qui est masculin dans notre société. On parle souvent de société androcentrée, c'est-à-dire une société qui valorise les valeurs masculines. Et puisque on parlait tout à l'heure de désengagement émotionnel masculin, ce qui prime aujourd'hui, c'est les relations un peu désengagées, à la cool, qui peuvent bien sûr convenir à certaines personnes, mais qui parfois tournent un peu à l'injonction. Et moi, j'ai eu toute une période de ma vie où je me disais, pour être cool, faut avoir ce genre de relation. Sauf qu'en fait, c'était pas moi. Moi, je m'épanouis dans une relation stable, avec engagement, où on s'autorise à s'aimer et où on se dit, où on fait attention à l'autre, tout simplement. Et qu'est-ce que tu entends par la désertion amoureuse ? Alors, la désertion amoureuse, c'est un concept, un terme qui parle du phénomène de tout simplement déserter une relation amoureuse. Et donc de quitter soudainement et brutalement une relation sans nécessairement donner d'explication. Cette désertion amoureuse, elle est de plus en plus rendue possible aussi par justement les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui on peut se permettre de ghoster les gens, donc c'est-à-dire de disparaître tout simplement, de faire le fantôme, littéralement. Et cette désertion amoureuse, ou tout du moins les déserteurs, sont majoritairement des hommes, puisque, on se répète, mais les hommes intègrent socialement que l'amour, c'est pas pour eux, et donc que c'est pas valorisant, et donc, puisque ce qui est valorisé, c'est l'autonomie, l'indépendance, les hommes vont avoir parfois tendance à développer une peur de l'amour, une peur de perdre leur liberté, tout simplement.
Et ce qui explique que la plupart des déserteurs sont des hommes. Alors, ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des déserteuses, évidemment. Et bon, la désertion amoureuse, ça pose tout un tas de problèmes, puisque, bon, d'une part, c'est toujours douloureux de devoir mettre fin à une relation, mais quand en plus la personne part sans explication, c'est d'autant plus difficile aussi de faire son deuil quand on n'a pas de réponse. Et puis après, ça implique aussi, et je parle aussi en mon nom parce que j'y ai été confrontée, ça implique toute une perte de confiance où on se dit mais si l'autre est capable de partir comme ça du jour au lendemain, c'est que j'ai vraiment pas compté pour lui. Moi, j'ai interprété aussi cet acte comme un cruel manque d'empathie et de considération vis-à-vis de ma personne. Et on se dit mais avec tout ce qu'on a partagé, comment est-ce qu'on peut juste se tirer du jour au lendemain et laisser l'autre sans explication. Et donc ça pose quand même tout un tas de problèmes. C'est sûr que c'est jamais sympa de devoir mettre un terme à une relation, mais je pense que c'est important de le faire en bonne et due forme, parce que c'est franchement pas agréable à vivre pour l'autre. Je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast, justement, le deuil amoureux. Mais bon, ça c'est pour une prochaine fois. Et tu as écrit un article qui parlait de la volonté d'être aimé plutôt que d'aimer. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'entends par la volonté d'être aimé plutôt que d'aimer ? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société hyper individualiste, où justement on valorise beaucoup le fait d'être aimé. On use de tout un tas de techniques pour être de plus en plus désirable. Et en fait, on en oublie un peu d'aimer soi-même, d'aimer les autres. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, parce que pour faire de quelqu'un d'unique... Parce que qu'est-ce qui rend quelqu'un unique et qui fait qu'on est amoureux de cette personne ? C'est le fait de l'aimer, en fait. Et du coup, si on est sans arrêt concentré sur le fait de se rendre désirable, de plaire aux autres, et qu'on met tout en scène pour être aimé, ça capote, ça fonctionne pas, parce qu'on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans l'humain. Et je pense que c'est au moment où on arrête de vouloir être aimé et qu'on aime un peu plus qu'on s'attire l'amour, finalement. Pour clôturer ce podcast, me parler un petit peu du travail affectif. On va essayer de terminer sur quelque chose qui vous permette, chers auditeuristes, de continuer ce travail d'écoute. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Alors, le travail affectif, je parlais tout à l'heure de charge mentale, de charge sexuelle, de tout un tas de charges qu'endossent les femmes au sein d'une relation. Parmi ces charges figure la charge relationnelle, ou aussi appelée charge émotionnelle ou charge affective. Et c'est ce que tout ça, c'est des synonymes pour définir le travail affectif, qui est donc le fait de prendre soin des relations. C'est-à-dire faire en sorte que quand les choses ne vont pas, on discute, on va voir un psy, on met des choses en place, on s'informe, on lit sur les relations. Et ça, c'est quelque chose que font les femmes, parce qu'elles sont socialisées à ça dès leur plus jeune âge. Et donc, dans le couple, quand les choses vont mal, ce sont les femmes qui se chargent de réparer, de prendre soin de la relation, d'aspirer à une bonne communication, de tout un tas de choses comme ça, que pourraient faire les hommes, mais que de fait, ils ne font pas. Et ce travail, on parle de travail affectif parce que c'est quelque chose qui est chronophage, qui est énergivore, donc qui prend du temps, de l'énergie, au même titre que n'importe quel autre travail, puisque le travail affectif, c'est littéralement le travail de certaines personnes, à savoir tous les psys, les thérapeutes, et les femmes font au quotidien dans leurs relations, mais que ce soit leur relation amoureuse ou parfois même leur relation amicale avec d'autres hommes,
les femmes font ce travail de thérapeute au quotidien. Voilà ce qu'est le travail affectif. J'espère que c'était clair. Si on parlait un peu de toi pour terminer, est-ce que toi tu es heureuse ? Est-ce que avec tout ce travail que tu réalises depuis quelque temps sur les relations amoureuses, est-ce qu'aujourd'hui tu es sereine, alignée avec toutes ces questions-là ? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Possiblement pour faire écho à d'autres, inspirer celles et ceux qui nous écoutent. C'est sûr qu'en menant tout ce travail de recherche et en découvrant tous ces concepts, en apprenant plein de choses, ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie sentimentale. C'est peut-être pas plus mal tombé que je relationne pas avec d'hommes à ce moment-là de ma vie, parce que j'ai eu le temps aussi de faire tout un travail d'introspection et ça a chamboulé aussi beaucoup de choses dans le sens où je suis plus attirée du tout par le même type d'homme en fait. Avant, effectivement, j'étais sans arrêt attirée par des hommes qui me tenaient à distance, qui étaient hyper désengagés émotionnellement, qui avaient tendance à prendre de la place, à être des bouts en train, à être drôle, à briller un peu en société. Et ce genre d'homme-là, ça m'intéresse plus en fait. J'y trouve plus mon compte. Moi, je privilégie les relations où on m'écoute, où on me laisse de la place, où on me dit qu'on m'aime, parce que c'est pareil, tous ces mecs qui sont complètement avares de compliments, qui sont pas capables de dire, qui sont pas capables d'attention, de se montrer vulnérable, d'être sensible, ça m'intéresse plus. Je trouve que ces relations-là, elles sont pauvres et délettres. Et donc, tout ce travail, il a eu aussi effectivement un changement dans mes attirances, dans mon désir romantique, mais aussi sexuel. Ça a fait naître beaucoup de questions et après, évidemment, je me questionne encore sur comment faire relation sans être opprimée, dans la mesure où, en plus, je relationne avec des hommes et dans un cadre hétérosexuel. Mais en tout cas, déjà, j'essaye de limiter la casse en relationnant avec des hommes au cœur de femmes, j'ai envie de dire un peu. Et donc oui, je suis heureuse et épanouie. Merci beaucoup Lucille. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Alors on peut me retrouver essentiellement sur Instagram, où donc je poste des articles qui sont à la fois soit théoriques, ou soit des témoignages un peu plus personnels pour permettre de mettre en commun un peu nos expériences vécues et permettre de se rendre compte aussi que tout ce qu'on vit individuellement au sein de nos relations, c'est partagé par plein d'autres personnes et que derrière ça, il y a des mécanismes, tout un effet de socialisation et que on n'est pas tout seul et ça se déconstruit et ça se reconstruit par la suite. Découvrez les autres podcasts sur toutes les plateformes de streaming avec le pseudo Cinéden Sublime. Pour toute consultation en sexothérapie, rendez-vous sur cinedensublime.com. À très bientôt.